quand tu as la vingtaine, c'est le meilleur moment pour devenir ce que tu veux. Mais c'est aussi le moment où tu ne sais pas ce que tu veux. C'est vrai. Tu vois, quand tu n'es pas à l'école, tu es en business. Quand tu n'es pas en business, tu es à l'école. Il n'y a pas d'autre chose en fait. Tout ce qui vient à côté là, mon gars, c'est du bullshit, man. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, tout ce qui ne t'attire pas, parce que c'est en fait, parce que si tu vas en boîte, parce que les autres veulent t'emmener en boîte, et supprime ces choses-là. Voilà, si tu vas au foot parce que les autres t'appellent à aller jouer au foot, supprime ces choses. C'est pas si ça ne vient pas de toi, si ça ne vient vraiment pas de toi, supprime ces choses. Et tu te rendras compte que tu vas supprimer beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, et je préfère regarder la caméra, c'est qu'en décidant de supprimer ces choses, tu décides aussi de supprimer certaines personnes. Parce que tu vas perdre des gens en supprimant ces choses. Énormément de personnes, j'ai envie de dire, ils ont peur. Ou du moins, quand on voit quelqu'un sur les réseaux sociaux qui fait la vente de formation d'office, c'est un arnaqueur d'office, c'est quelqu'un qui vend la poudre aux yeux, c'est quelqu'un qui... En fait, ceux qui pensent comme ça, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Certainement des jeunes qui font des études comme nous, qui vont écouter cette vidéo. Qu'est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer en entrepreneuriat, quel serait le conseil? Ouais. Tu vas mourir. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est un nouveau format. C'est un format interview. Et pour la première, on invite une excellente personne, quelqu'un dont j'admire le contenu. Alors, salut Fanel, comment vas-tu? Ça va très bien Jonas et merci une fois de plus pour l'invitation. Alors, je ne vais pas te présenter, du coup présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. D'accord, on va faire une présentation rapide et succincte parce que on peut parler pendant des heures juste sur la présentation. Bon. Je me présente souvent en 3 casquettes. La première casquette, c'est créateur de contenu. Je pense que c'est pour ça que je suis là avec toi. Création de contenu dans tout ce qui va être entrepreneuriat, business en ligne, développement personnel. Deuxième casquette, entrepreneur, parce qu'à côté de ça, ou je dirais même grâce à la création de contenu, on a pu mettre sur pied quelques projets. Et troisième casquette, c'est étudiant, parce que j'ai pas encore terminé, mais je termine cette année et voilà. Donc en gros c'est ça. D'accord. Donc monsieur, c'est un multi-casquette. Ouais. Super. Alors, c'est une question qu'on va poser à tout le monde, bien sûr. Tu t'es décrit comme un créateur de contenu et à la fois un étudiant et maintenant entrepreneur. Mais du coup, on va dire, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir entrepreneur? Ouais, le déclic remonte à pratiquement 4 ou 5 ans. Pour moi, le déclic est venu avec la lecture. C'est la lecture d'un livre qui a complètement qui m'a ouvert les yeux parce que j'ai envie de dire que j'ai fait 19 ans dans l'obscurité. Donc après avoir eu à lire le livre jusqu'à la fin, je me suis dit que non, en fait, il y a des trucs à faire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça c'est vraiment la version très courte, tu vois. Parce qu'ici il faut que j'en dans les détails. Non, mais on est là pour ça. Ah ouais? Non, on est là pour ça. D'accord. Parce que qu'est-ce qui me pousse en fait à lire le livre? Parce que et moi j'ai envie de te dire que c'est la solitude. Parce que après le bac, ce qui se passe c'est quoi? Je me trouve dans une université où je suis un peu seul. Bon, parce que voilà, quand j'étais au secondaire, j'étais un peu entouré, j'avais des amis, voilà, tu vois. Donc du coup, j'étais beaucoup plus dans cette mouvance de jeunes. Tu vois, les jeunes et tout, quand voilà, ils sont avec leurs amis et tout, ils se sentent bien, ils se sentent un peu comme un poisson dans l'eau, tu vois. Donc une fois que tu changes d'environnement, tu découvres tout de suite qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas, qui manque, comme tu dis, tu vois. Donc du coup, je me suis donc retrouvé dans une université où je ne connaissais personne, donc ce qui fait que je me suis un peu renfermé sur moi-même. Et c'est le fait donc de m'être renfermé sur moi-même qui m'a en fait poussé à me poser certaines questions, qui m'a poussé à me remettre en question, à me questionner sur le comportement que j'avais avant, tu vois, c'est-à-dire au secondaire et tout ça.
Et c'est ça qui m'a poussé, qui m'a donné le désir de vouloir réussir, tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est parti d'une frustration. Donc, je me suis justement, comme je disais, je me suis retrouvé avec... j'étais seul et tout, j'étais un peu replié sur moi-même. Et je me suis rendu compte que les personnes que je considérais comme étant mes amis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mes amis, tu vois. Donc, du coup, ça m'a un peu fait me reculer, me remettre en question. Et c'est pour ça que je dis c'est parti donc de cette frustration-là, de ce rejet, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ça qui m'a donc poussé un peu à développer cette envie de, voilà, ok, là maintenant, je suis face à mon destin, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de réussir, qu'est-ce que je fais? Et donc c'est comme ça que progressivement, j'ai fait comme tout le monde, et je suis allé sur YouTube, j'ai tapé comment réussir sa vie, tu vois, voilà. Donc il y a eu des contenus qui se sont affichés. Et à cette époque-là, je crois qu'on était en début 2019, si je ne me trompe pas. Et je voyais beaucoup de success stories, des youtubeurs et tout. Donc voilà. Et quand j'écoutais dans les vidéos, il y avait un truc qui revenait. Tu vois. Et qu'est-ce qui revenait le plus? C'est qu'il faut lire. Les entrepreneurs sont des personnes qui lisent. Tu vois. Et moi, toujours, quand je vais faire le parallèle au secondaire, je détestais lire. Vraiment, je détestais lire. Donc tout ce qui avait trait à la littérature et tout ça, vraiment, c'était pas mon dada, frère, tu vois. Donc, tous les conseils qu'on me donnait dans les vidéos, là, moi, je disais que, ok, je vais appliquer, sauf la lecture, tu vois. Donc, mais tellement dont j'écoutais qu'il faut lire, ça revenait, parce que quand plus j'écoutais, parce que j'étais devenu un consommateur de vidéos YouTube, d'entrepreneurs et tout ça, tu vois. Et c'est la chose qui revenait le plus. Donc je me suis dit, tiens, si ça revient, ça veut forcément dire qu'il y a un truc, tu vois. Donc c'est comme ça qu'un jour, donc, je décide, c'était un soir, je décide donc, ok, bon, je vais essayer pour voir ce que ça donne. C'est donc comme ça que c'était un livre PDF, je peux pas faire un classique, quoi. Je pense que moi aussi je l'ai lu, mais je l'ai lu d'abord en livre audio, après je l'ai lu, je pense que c'est l'un des meilleurs livres de finance que j'ai lu de tout. Je pense que dans les meilleurs livres que j'ai lus, je pense que c'est dans le top 3, quoi. Père riche, Père pauvre, c'est un classique, gars. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc en fait, c'est de là qu'est né le déclic. Après, dans la lecture de ces livres, ça m'a encore plus ouvert les yeux que, frère, tu peux faire des choses. D'accord, donc on va dire que le déclic, ça a été de la lecture. Enfin, c'est parti d'une solitude. Exactement. Qui t'a poussé vers la lecture. Et à partir de la lecture, bah, tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat au travers du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En off, tu me disais que tu es le créateur d'Étincelle Plus. Du coup, d'où t'es venue l'inspiration de créer Étincelle et en réalité, c'est quoi Étincelle Plus? Et même pourquoi le nom Étincelle Plus? Ok. Déjà, c'est un projet dans lequel je suis pas seul, tu vois. C'est pour ça que je précise déjà, pour que tu ne te poses pas de questions après. À chaque fois que je vais parler, je vais parfois dire on. Et je sais pas si tu as remarqué, quand j'ai dit il y a des projets que on a eu mis en mettre sur pied, donc justement parce que je suis pas seul. Donc en fait, ok, d'où vient Étincelle Plus? À la base, Étincelle Plus ne s'appelait pas Étincelle Plus, tu vois. En fait, pour te faire l'histoire, ça c'est parti donc toujours de la lecture. Parce que dès que j'ai eu le déclic avec le premier livre, j'ai enchaîné avec d'autres livres, forcément. Donc, j'étais devenu un bouffeur de livres. Donc, je suis parti de quelqu'un qui détestait, je te dis vraiment, littéralement, je détestais lire, à quelqu'un qui est passionné par la lecture et qui dépense uniquement son argent à acheter les livres. Donc, je me suis retrouvé pendant pratiquement 1 an et demi ou 2 ans. Je lisais. C'est vrai qu'au côté de ça, je regardais tous les contenus YouTube des entrepreneurs et tout. Mais vraiment, je lisais, gars, je dévorais les livres. Et il y a un truc que quand tu lis beaucoup, tu vois, en fait, tu auras comme l'envie d'exploser si tu ne passes pas à l'action, si tu n'implémentes pas un certain nombre de choses. Tu vois. Exactement. Et c'est ce sentiment-là que j'ai ressenti. Donc, j'étais comme si quelqu'un qui... Gars, je voulais exploser, mais il fallait faire un truc, tu vois. Après avoir eu emmagasiné autant de connaissances, d'informations pertinentes, tu vois, qui m'avaient ouvert les yeux. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce que donc je peux faire?
Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas la possibilité de faire un business physique. Tu vois, parce que j'avais... Avant, tu vois, je faisais parfois des gâteaux. Tout ça, c'était quand j'étais à l'université. Parce qu'au secondaire, moi, j'étais pas un gars de business. Donc ça, c'était vraiment à l'université. Je faisais des gâteaux et tout. Je vendais dans ma salle de classe et tout. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que à cette époque, justement, à ce moment donné bien précis, quand j'avais commencé à beaucoup lire, je ne pouvais pas faire de business physique à cause de la restriction des parents. Parce que voilà, à ce moment-là, on était un peu en conflit et tout, tu vois. Donc du coup, il m'avait bien posé l'ultimatum que soit tu restes chez nous, soit et tu te conformes à mes règles, exact, à nos règles, ou soit tu vas dehors. Tu vas dehors et tu fais ta vie. Donc du coup, quand tu es un étudiant, tu ne génères rien du tout, tu dépends encore totalement à 100% des parents, bah t'as pas le choix que de te plier. Tu vois. Donc du coup, je me suis plié en fait à ça. Donc je n'avais pas la possibilité de faire des trucs physiques. Donc, du coup, vu que je n'ai pas la possibilité de faire des trucs physiques, je me dis, et j'ai donc eu l'idée, en fait l'idée n'est pas forcément venue de moi, parce qu'après je me suis inspiré de ce que je voyais les youtubeurs, les personnes faire sur internet, c'est-à-dire la création de contenu. Et c'est là où je me dis, tiens, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de choses, pourquoi ne pas partager modestement en fait, tu vois, ce que j'ai eu à lire sur les réseaux sociaux, tu vois. En fait c'était ça mon idée de base. Donc je me suis dit, ok, je crée une page Facebook où je vais parfois partager des résumés de livres, je vais parfois partager des conseils que j'ai eu à lire. Parfois c'était des trucs que je prenais dans mes livres, que je faisais des publications avec, tu vois. Donc en fait c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé la création de contenu. C'était pas vidéo, hein. C'était purement des textes. Au départ même je ne publiais pas mes photos. Donc c'était des photos que je prenais sur Pexel, sur Google, Internet et tout ça, ouais. Et j'accompagnais ça avec des textes. C'était comme un blog. Exactement, tu vois. Et voilà, donc c'est par là que c'est né Étincelle. Mais comme je disais au départ, c'était pas Étincelle, tu vois. Car c'est un nom compliqué, frère. Je suis sûr que tu vas entendre le nom. C'est pas moi, c'est les gens qui veulent entendre. Le nom c'était Books Bank Business. Ah, Books Bank Business. Du coup, d'où vient Étincelle? Ouais, en fait, donc une fois que j'ai commencé ça, avec le nom Books Bank Business et tout, à un moment, je me suis rendu compte que le nom n'accrochait pas tellement. Parce que si tu te demandes de répéter, peut-être tu es pas sûr que tu peux prononcer ça dans une phrase, tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai cherché avec aussi mes collaborateurs à l'époque. J'ai demandé. Mais du coup, excuse-moi de te couper, à quel moment viennent tes collaborateurs, puisque tu commences seul? Ouais, du coup, à quel moment les collaborateurs entrent en jeu? Ouais, les collaborateurs entrent en jeu à partir du moment où j'avais eu à faire un programme, ça s'appelait le programme de lecture Étincelle. Tu vois. En fait, regarde, le nom c'était Books Bank Business, tu vois. Et Books Bank Business proposait un programme de lecture Étincelle. C'était ça d'abord, programme de lecture Étincelle. Et maintenant, dans le programme de lecture, on partageait juste des livres. Donc ça veut dire que c'était un programme de lecture sur 3 ou 6 mois, comme ça. Et chaque mois avait une thématique. Et en fonction de la thématique, on envoyait des livres, tu vois. Donc, maintenant, quand je faisais ça gratuitement, c'est donc comme ça que je me suis fait un peu connaître, tu vois. Donc, le gratuit, tu sais que quand tu fais quelque chose de gratuit, tu attires forcément les gens à toi. Et c'est comme ça donc que mes collaborateurs, il y a certains collaborateurs qui sont venus par ce programme-là parce qu'ils avaient apprécié, ils avaient aussi voulu, ils voyaient un jeune qui se bat, qui fait des choses, ils ont voulu aussi apporter leur pierre à l'édifice. C'est comme ça que voilà, on s'est rencontrés, ça a matché, et puis on a continué à évoluer ensemble, tu vois un peu. Donc c'est de ce programme de lecture-là qu'est venu les premiers collaborateurs. Maintenant, Étincelle, vu que j'étais en train de te dire que le nom n'accrochait pas, le nom Books Bank Business n'accrochait pas, tu vois. Donc du coup, j'ai réfléchi, j'ai un peu demandé autour de moi. Et je me suis donc rappelé du programme de lecture. Programme de lecture Étincelle. Je dis, hey, tiens, Étincelle, c'est bien, tu vois, c'est beau. Et après, quand je me suis encore rappelé de mon déclic, mon déclic est venu de quoi? Des livres, tu vois. Donc la mission en réalité, je me suis donc dit que ok, notre mission, ça sera donc aussi de provoquer des déclics chez d'autres personnes, tu vois. Et donc on parle de déclic, on parle d'étincelle, tu vois. Et après le plus c'est venu juste embelli, étincelle plus
Et voilà. Et le plus aussi, finalement, après, on a trouvé une signification pour le plus. Le plus, c'est pour dire plusieurs. Donc, plusieurs personnes, on se met ensemble pour faire encore plus. Tu vois, voilà. Tu vois, faire plus. Exactement. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en France. Comme je dis, moi, je te suis depuis que tu es au Cameroun. Donc, tu es originaire du Cameroun. Alors, quelles sont les difficultés, on va dire, que tu as rencontrées au Cameroun? Aujourd'hui, tu es en France, c'est vrai que ça fait 2 mois, c'est ça? Non, moins de... Bon, disons un mois. Ouais. Donc, ça fait 1 mois que tu es là, du coup, il n'y a pas forcément, on va dire... déjà, je pense que tu as vu la grosse différence entre la France et le Cameroun. Mais du coup, quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées, que ce soit dans ton parcours, dans ton business, bref, les difficultés que tu as rencontrées en étant au Cameroun? Les difficultés rencontrées au Cameroun. Après, je suis sûr qu'il y a énormément de difficultés, mais... Ouais, en fait, j'ai envie de dire, quand tu fais le business, quand tu fais l'entrepreneuriat, ou quand tu essaies même simplement d'évoluer, tu vois, ne parlons même pas seulement d'entrepreneuriat, tu vois. Quand tu veux même seulement évoluer quelque part, donc quitter d'un point A à un point B, tu vois, il y a des difficultés déjà, peu importe l'environnement dans lequel tu vas te trouver, tu vois. Donc, comme difficulté que j'ai rencontrée, premièrement, déjà, c'est la difficulté parentale, tu vois, parce que les parents, ils ont une vision qui est très claire et qui n'est pas forcément mauvaise, tu vois. C'est, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est même trop d'amour, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, les parents ont leur vision. Et leur vision, c'est que, ok, tu vas à l'école, tu as tes diplômes, tu trouves un travail, tu te maries, et ensuite, voilà, tu fais quoi? Classique, quoi. Ouais. Sauf que quand tu sors un peu, tu ne veux pas faire exactement ce que eux ils ont pensé pour toi, ou peut-être ce que la société a pensé pour toi. En fait, tu t'exposes, tu te mets en réalité pour eux dans une zone de danger parce que eux, ils ne sont pas habitués à ça. Tu vois? Et vu qu'ils ont le mindset vraiment sécurité, c'est mon enfant, je dois le protéger, vaut mieux le mettre dans une voie qu'on connaît tous, que eux ils connaissent, qui est aller à l'école, trouver un travail, avoir les diplômes et ensuite se marier et puis basta, tu vois, et fonder sa famille. Donc en fait, c'est ça le modèle classique que tout le monde connaît. Et quand tu n'es pas dans ce modèle-là, tu es entre guillemets dans une zone d'insécurité et du coup, il faut qu'on te ramène dans le modèle de sécurité. Donc en fait, c'est la première difficulté. Donc déjà, c'était très compliqué, ils n'ont pas compris et tout. Au moins, ils m'ont demandé à plusieurs reprises parfois d'arrêter ce que je faisais, ce que je faisais et tout. Mais moi, je n'ai jamais été, du moins, je ne suis jamais entré en conflit avec eux. Et s'il faut donner même déjà un conseil à ceux qui nous regardent, c'est déjà ça le premier conseil. Peu importe ce que le parent va dire, il ne faut pas entrer en conflit avec le parent parce que c'est toi qui seras perdant, mon frère. Tu vois, c'est toi. C'est toi qui es perdant. Donc du coup, il faut tout simplement, j'ai envie de dire quoi, il faut wise comme on dit dans le langage, quoi. Il faut être malin, tu vois. Donc c'est-à-dire, tu vas dire ok devant tes parents, mais derrière, frère, il faut que tu jongles, il faut que tu continues à faire ce que tu fais. Parce que ce sont tes résultats, c'est une fois que tu auras tes résultats, c'est ça qui va donc venir montrer la sécurité à tes parents. Et c'est comme ça qu'ils vont te laisser. Et moi, c'est comme ça que... faire ses preuves, entre guillemets, quoi. Exactement. Ouais. Tu vois, c'est en faisant tes preuves que les parents se diront, mais en fait, ce qu'il fait, ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc, bon, ça c'était la première difficulté. Mais aujourd'hui, c'est plus une difficulté parce qu'ils ont compris, ils me soutiennent. C'est eux les premiers à mettre les likes sur mes vidéos et tout. Donc voilà. Donc, ça c'était la première difficulté. Deuxième difficulté, frère, moi je dis ça, c'est une difficulté que chaque entrepreneur qui débute est confronté. Tu vois, c'est la difficulté c'est-à-dire de s'entourer des bonnes personnes. Tu vois, des personnes qui ont le même mindset, qui vont travailler, qui vont essayer d'évoluer. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai envie de dire, pour moi, c'était pas vraiment compliqué comme pour certaines personnes. Tu vois un peu. Parce que la chance, justement, c'est j'ai toujours autour de moi des personnes qui appréciaient ce que je faisais. Et du coup, c'était un peu facile pour moi de travailler avec ces personnes-là et tout. Mais je mets ça quand même dans la difficulté. Pourquoi? Pour de parler dans l'ensemble, tu vois. Et voilà. Donc, ça, c'est aussi, je peux citer ça comme difficulté.
Et parce qu'après, ça ne s'est pas toujours bien passé, les gars. Ouais. Il y a toujours des petits trucs, mais bien que après ça a évolué, mais voilà. Donc, si je peux, voilà, je pense résumer, d'accord. Donc, pour résumer tes difficultés, en tout cas, les premières grosses difficultés que tu as eues quand tu t'es lancé, c'est la famille qui n'était pas forcément d'accord avec ce que tu faisais parce qu'ils ne comprenaient pas ce que tu faisais. Exactement. Et la deuxième grosse difficulté que tu as rencontrée bien sûr au Cameroun, c'est l'entourage qui n'était pas forcément, dans le mood, qui n'avait pas forcément le même état d'esprit que toi et la même envie. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais l'entrepreneuriat, si tu t'entoures, quand tu le fais seul, c'est difficile. Mais si tu t'entoures aussi des mauvaises personnes, c'est encore plus compliqué. C'est encore pire. Ouais. Et quand tu t'entoures des personnes qui ont le même état d'esprit que toi, vous allez beaucoup plus loin. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement. Retenez ça, les gars. Donc, il y a aussi une autre difficulté aussi qui est importante de souligner. C'est la difficulté tu vois, le syndrome de l'imposteur, tu vois ce que c'est? Ça c'est une grosse dure. En fait, c'est une difficulté qui est personnelle, mais il faut la surmonter. Même le regard des autres, tout ça. En fait, j'ai envie d'englober ça, c'est-à-dire le regard des autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réussir à dépasser. Tu vois, parce que, gars, sinon, tu ne fais rien. Effectivement. Tu fais rien. Tu vas penser tous les jours, mais tu vas pas passer à l'action. Moi, je reviens dessus parce que moi, j'ai vraiment bataillé avec ça ici dedans. Gars, ça, c'était des batailles. Le sang coulait, gars. Parce que, frère, faire une vidéo et la poster, c'était toujours compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les gars vont penser? Tu donnes les conseils sur Internet, tu es qui? Surtout quand tu ne génères pas encore de l'argent, gars. Et que tu veux te placer en un donneur de leçons, frère. Il faut avoir le mental, hein. Effectivement. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Quand on se lance, déjà le fait de se lancer, on va en parler là où tu sais. Mais c'est vraiment pas évident. Les gens te regardent. Qu'est-ce que les gens vont penser? En fait, tu te poses mille et une questions. Et après, au final, on est surpris parce que même il y a des personnes, il y a toujours des haters. Mais après, il y a des personnes qui nous surprennent agréablement bien en partageant, en aimant, etc. Mais on en reparlera. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Du coup, donc en 3 ans, tu as vécu plein de choses. Qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, quelles ont été les étapes aujourd'hui que tu as, on va dire que tu as vécu durant ton parcours entrepreneurial? Les étapes, les points forts, les points forts, les points marquants. Ça, c'est une bonne question. Pour moi, déjà, le premier challenge, tu vois, quand tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux, c'est de te faire connaître, tu vois, de te faire voir, d'avoir une audience, c'est-à-dire vraiment que tu es suivi, tu vois. Au départ, c'était pas ça. Au départ, tu crées ta page, 0 followers. En fait, tu dois batailler pour monter, tu vois. Donc, du coup, c'est du genre de dire, c'est le challenge permanent de tout créateur de contenu. Même jusqu'à présent, c'est un challenge qui est permanent, tu vois, qui est même présent jusqu'à maintenant. Et au début, c'était encore pire parce que justement, au début, personne ne te connaît. Et quand personne ne te connaît, gars, on swipe ton contenu comme si c'était du n'importe quoi, gars. Donc au début vraiment c'était compliqué. Moi je me rappelle vraiment sur Facebook, parce que moi j'ai commencé ma création de contenu sur Facebook. Tu publiais tous les jours. Vu que moi je faisais pas encore des vidéos au début, c'était des textes, c'était des articles que j'écrivais tous les jours, peut-être 1-2 publications tous les jours que tu devais faire. Tu devais aller chercher des inspirations, écrire, et c'est comme ça que j'ai développé aussi mon côté copywriting, parce que après, c'est vrai qu'après j'ai eu à former aussi en copywriting, mais il y a eu l'écriture vraiment qui était au départ, c'était un peu pénible parce qu'il fallait le faire tous les jours, il fallait aller chercher l'inspiration, et après même les retours que tu voyais sur tes textes et tout, c'était pas vraiment très encourageant, mais il fallait continuer à garder la discipline, tu vois. Donc au début, donc c'était ça. Donc le premier challenge, ça a été donc de bâtir cette audience, tu vois. Le deuxième challenge pour moi, c'était donc de quitter de cette audience qui était en ligne
à une audience qui est physique, tu vois. Et pour quitter donc de ça, il fallait organiser des activités en présentiel. Ça passait par des talks, ça passait par des conférences, tu vois. Et ça me permet donc de... C'est vrai que le deuxième point ici, l'organisation des activités en présentiel, j'ai tellement à dire là-dessus. C'est en fait, c'est... Gars, j'ai des expériences que j'ai envie de te raconter, des anecdotes, gars, et tout. Parce qu'au départ, tu peux t'imaginer, hein, quand tu fais ta première conférence et tout, 5 personnes, 3 personnes, 7 personnes. Et quand tu regardes même, ce sont peut-être les membres de ton équipe, ou peut-être les proches et tout ça, tu vois, qui viennent, qui assistent, pour t'encourager et tout. Au début, c'était ça. Je crois que j'ai organisé peut-être 2, 3, 4 mini-conférences, je vais dire, avec ce nombre de personnes. Mais maintenant, à un moment donné, il fallait qu'on passe à un autre niveau avec mon équipe, tu vois. Et on s'est dit, il faut qu'on vise grand et qu'on organise quelque chose de plus grand. Donc du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on va organiser une grosse conférence. On va inviter un entrepreneur aussi qui est suivi sur les réseaux sociaux. Il vit même en France, il s'appelle Valère, de Argent Livre. Il fait un big up si il tombe un jour sur ce podcast. Donc, c'est un aîné, du moins, ça faisait partie des personnes qui m'ont inspiré au départ, tu vois. Parce que lui aussi, il a bien développé son audience sur Facebook, tu vois. Aujourd'hui, il est dans les 300K sur Facebook, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment des personnes qui je suivais et qui m'inspiraient. Donc, du coup, lorsque j'avais commencé, parce qu'après aussi j'avais commencé à travailler avec lui, je ne vais pas vraiment entrer dans ça parce que ça va être très long. Après, peut-être je risque même de me perdre dans l'histoire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour que tout le monde suive le film? Ouais, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On a voulu organiser une conférence, tu vois. Et la conférence a vraiment allait réunir minimum 150 personnes, tu vois. Donc, du coup, vu que je ne pouvais pas, j'avais pas suffisamment d'audience, suffisamment de poids et suffisamment de crédibilité. À cette période, tu tournais à combien de followers? 5000. Wow. Tu vois, 5000. Et pour, sur Facebook, tu vois. C'est pas si. C'est pas la crème de la crème. C'est pas la crème de la crème, tu vois. Donc, du coup, pour réunir autant de personnes avec 5000 abonnés, c'est pas possible, littéralement. Littéralement, c'est pas possible. Donc, du coup, la stratégie, c'était d'aller voir un aîné, tu vois, quelqu'un qui a la crédibilité, tu vois, et faire la conférence avec lui. Donc, l'inviter à la conférence, tu vois, de telle sorte que on soit deux sur l'affiche. Donc, qu'il soit là et que moi, je sois derrière, tu vois. Donc, en gros, c'est ça. Et vu qu'il était aussi bien suivi par notre audience, tu vois. Donc, c'est-à-dire, genre, il est dit au Cameroun, il était bien suivi au Cameroun, il est connu au Cameroun par les jeunes et tout ça. Donc, c'était un combo gagnant. Et vu que à cette période, il devait venir au Cameroun pour faire ses activités, j'ai juste profité de cette occasion pour caler la date et tout, pour que ça concorde bien, tu vois. Donc, ce qui fait que c'était facile pour moi d'entrer en contact avec lui, de lui proposer qu'il accepte parce qu'on avait aussi de bonnes relations, tu vois. Donc, c'est comme ça donc, que je propose et puis c'est comme ça qu'il accepte. Et puis, on communique vraiment, on fait un tapage médiatique sur Facebook avec des flyers, des personnes, je serai là, tu vois, un peu du style, chacun avec son flyer, vraiment c'est chacun qui partageait ça sur ses statuts. En fait, gars, le flyers, du moins les flyers de la conférence là étaient partout. C'était un rendez-vous, gars, à ne pas manquer. Et en plus, c'était pendant les vacances et tout. Donc, le jour J, il y avait justement, on avait fait carton plein, la salle était pleine. Pleine à craquer. Et devine quoi, c'était moi qui devais prendre la parole au début, frère. C'était moi qui devais... Tu passes de 7 personnes. Exactement, frère. À plus de 150 d'un coup, tu vois. Et ça me prouve en fait que tu suis. Parce que, gars, c'est ça le message, tu vois. Tu suis passé de 7 personnes à 150 personnes, gars. C'était incroyable, man. Et tu sais, quand tu passes de 7 personnes à 150 personnes, la pression, frère. La pression et le manque d'expérience. Parce que l'expérience qu'il te faut pour parler devant 7 personnes, c'est pas la même expérience qu'il te faut pour parler devant 150 personnes. Donc tu peux imaginer ce qui s'est passé, gars. Tu paniques. Tu paniques, frère. Tu perds tes mots devant 150 personnes. Et tout, c'est...
bon, pas que j'ai fait la... En fait, pour moi, ma prestation ce jour, ça m'a enseigné, gars. Ça m'a enseigné parce que c'est pas que j'ai fait une mauvaise prestation, hein, mais c'est que les résultats, parce que pendant cette conférence, il fallait vendre, tu vois. Mais j'ai pas réussi à vendre comme parce qu'on avait proposé un service, un produit et tout, voilà, pour ceux qui étaient là, tu vois. Donc, j'ai pas réussi vraiment à connecter, à vendre. J'étais beaucoup sur mon slide, tu vois, un peu les présentations trop fortes, alors qu'il fallait connecter avec l'auditoire, tu vois. Je n'ai pas réussi à connecter. Et ce qui fait que ça ne nous a pas permis de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, sachant qu'on avait dépensé énormément d'argent pour organiser la conférence, tu vois. Donc, ce qui fait que ça a été une belle leçon. Ça a été l'un des points les plus importants de notre parcours. Et c'est ça en réalité qui nous a propulsé par la suite. Pourquoi? Parce que après, on était déjà, j'ai envie de dire, on était connus cette fois-ci. Parce que, gars, organiser une conférence. C'était à Douala, non, c'était à Yaoundé, à la capitale. Organiser une conférence comme ça, où tu réussis à réunir autant de personnes. Après, gars, c'est chacun qui rentre avec le nom de étincelle dans sa tête, tu vois. Et puis le bouche à oreille et tout. Et puis après, les images de la conférence qu'on publie un peu de partout. C'est comme ça qu'on prend beaucoup plus aussi. On est monté en crédibilité, on est monté en audience. Et après, ça a pété, frère. Ouais, après ça a pété, gars. Après les réseaux ont commencé à monter et tout. Après, parce qu'après ça aussi, j'ai commencé à plus m'impliquer dans la création de contenu vidéo. C'est vrai qu'avant déjà je faisais, mais après ça j'ai eu à lancer un concept qui a encore propulsé la page Facebook. Donc c'est comme ça que voilà, gars, ça. Après ça, il y a eu la mise sur pied de nos projets. Tout à l'heure, on en parlait au début. On a mis sur pied une agence de communication digitale. Tu vois. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que on accompagne des entreprises, des entrepreneurs à communiquer sur le digital, donc dans la création de contenu aussi. Et voilà, donc c'est après ça qu'on s'est retourné là-dessus. Après, on a aussi lancé une communauté, comme je disais. On a lancé une communauté, aujourd'hui on est pratiquement plus de 70 membres. Voilà. Et dans la communauté, on a eu à mettre sur pied des projets, un projet de tricycle par exemple. Et gars, c'est comme ça qu'en fait on évolue. Vous évoluez, super. Alors, tu t'es présenté comme un étudiant et aussi un entrepreneur. Du coup, comment trouver l'équilibre? Je sais que tu as fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Et ça n'a même pas été, j'ai envie de dire, moi qui regarde la vidéo, il y a eu beaucoup d'imprévus. Du coup, comment en fait trouver l'équilibre quand on est à la fois entrepreneur et étudiant? Comment est-ce qu'on arrive à avoir de bonnes notes? Parce que toi, tu as un Master 2, je pense. Et comment avoir cet équilibre-là? Parce que tu commences l'entrepreneuriat aux sorties du lycée. Donc tu rentres vraiment à l'école supérieure. Et on sait tous que l'école commence quand on rentre au supérieur. Et comment en fait tu as trouvé cet équilibre entre l'école, entre ta vie d'étudiant et ta vie de jeune entrepreneur? Surtout que quand on commence en entrepreneuriat, c'est le moment le plus difficile de la vie d'entrepreneur. Parce que tu es seul, tu dois tout faire seul, tu dois tout coordonner seul. Bref, tu es seul quoi. T'es seul. Donc du coup, pour moi, je vais être un peu radical, gars. Tout le monde ne peut pas faire l'école de business, frère. Ah, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour faire l'école de business. Tu vois. Et moi, il y a certains sacrifices que moi j'ai eu à faire. Et... Tu regardes plus de matchs de foot. On va discuter de ça. Par exemple, tu vois. Mais tout c'est l'organisation et le sacrifice. Tu vois. Car s'organiser, être discipliné, c'est compliqué. Moi-même qui parle, c'est compliqué d'être discipliné. Tu vois. Donc du coup, gars, quand on a des downs par exemple, parce que la vie c'est quoi? La vie c'est des hauts et des bas. Dans n'importe quel domaine c'est hauts et des bas. Aujourd'hui tu es motivé, demain tu n'es pas motivé. Tu vois. Donc il faudrait que quand tu n'es pas motivé, qu'est-ce que tu fais? Tu vois. Qu'est-ce que tu fais en fait? Il faudrait que tu puisses donc aller chercher au plus profond de toi. Et c'est pour ça que parfois on parle souvent de pourquoi. Tu
Tu vois, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux changer ta vie? Pourquoi tu veux faire l'école et le business? Tu vois, parce que tant que ton pourquoi ne sera pas suffisamment fort et tant que tu n'auras pas suffisamment de gens dédiés, de focus, de vraiment vouloir quelque chose, de désirer quelque chose, de désirer ta liberté, d'être riche, tu vois. Tant que tu n'auras pas cette volonté que ça brûle au plus profond de toi, frère, quand tu auras les downs, en fait, tu vas rester dans le down. Tu vas pas vouloir remonter la pente. Tu vas te dire que, frère, c'est comme ça que les excuses commencent. Tu vas te dire, bon, peut-être, ça peut attendre. Je suis jeune. Tu vois, je suis jeune, il faut que je profite de ma vie. Tu vas commencer à te dire, tu vas commencer à relativiser les trucs. Non, je vais faire après. On a bien le temps, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y a pas le temps. C'est le meilleur moment, tu vois, pour construire sa vie. Il y a Orelsan qui avait dit, je sais pas si tu connais Orelsan, il a dit un truc, quand tu es jeune, du moins quand tu as la vingtaine, je vais paraphraser, quand tu as la vingtaine, c'est le meilleur moment pour devenir ce que tu veux. Mais c'est aussi le moment où tu ne sais pas ce que tu veux. C'est vrai. Tu vois. Donc quand tu as la vingtaine, frère, gars, tu peux vraiment devenir ce que tu veux. Mais vu que tu n'as pas l'expérience et vu que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, c'est donc là où ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce pourquoi-là, qui va t'aligner sur quelque chose et qui va te permettre de faire les sacrifices qu'il faut et d'être focus. Tu vois, quand tu n'es pas à l'école, tu es en business. Quand tu n'es pas en business, tu es à l'école. Il n'y a pas d'autre chose en fait. Tout ce qui vient à côté là, nos gars, c'est du bullshit, man. Tu vois. L'école, ça prend le temps. Exactement. L'entrepreneuriat, ça prend le temps. C'est deux choses qui sont complètement difficiles. Et il faut réussir dans les deux choses, gars. Le business est difficile. L'école est difficile, gars. Mais il faut que tu réussisses dans les deux choses difficiles là. Tu fais ça comment en fait? Tu vois. Surtout que bon, nous, en tant que jeunes africains, on sait c'est quoi la pression. On peut avoir des parents. Tu le disais même que tes parents. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? On va pas forcément dire que nos parents sont. C'est ce qu'ils connaissent en fait. Et comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et du coup, quand on sait la pression familiale qu'il y a derrière les études, surtout quand tu es un élève brillant et que tu décides de laisser l'école, ou même, qu'on voit que tu commences à ramener des choses qui n'ont rien à voir avec l'école, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Et du coup, toi, si tu avais un secret, c'est en fait, du coup, ton secret, ce serait de faire de gros sacrifices pour trouver cet équilibre. Renoncer à quoi, par exemple? Renoncer aux sorties. Pour les fans de football, arrêtez. Pour les fans de foot, arrêtez de regarder du football. C'est 90 minutes que vous perdez cadeau. On va même dire 2 heures puisqu'il y a la pause. Bon, après ça dépend, tu vois. Après ça dépend parce qu'il faut un équilibre. Tu vois, il faut un équilibre. Parce que tu peux pas juste travailler. Tu peux pas rester. Il te faut une porte d'échappatoire de temps en temps. Ça peut être le sport, ça peut être la nourriture, ça peut être bien entouré, tu vois, peut-être avoir une copine. Ça dépend maintenant. Après la copine aussi, il faut voir. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça dépend, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut éliminer selon moi? Pour moi, il faut éliminer les sorties. Pour moi, vraiment, gars. Je ne peux pas. Il y a une expression que les jeunes ont. Je vais chez mon ami tuer le temps. Ouais. Gars, tu peux pas tuer le temps, man. Tu vas tuer le temps. Donne-moi le temps là, pardon. Donne-moi le temps. Un jour, j'ai discuté avec un collaborateur, petite anecdote. Le gars me dit que, bro, si on peut voir le Dieu, tu vois, ou peut-être l'univers, le maître de l'univers ou Dieu, bref, peu importe, chacun va appeler comme il veut, qu'on fait une requête à Dieu. Que comme la journée c'est 24 heures, qu'on ajoute même plus 2 sur la journée, comme ça fait 26 heures. Parce que tellement il y a des choses à faire. Exactement. Que 24 heures ça ne suffit plus. Moi je lui ai dit que gars, la requête est petite. Il faut qu'on signe une pétition. Que gars, tous les entrepreneurs qui se battent au quotidien là, on fasse une pétition, gars. Chacun signe, on envoie ça, gars. Ouais, c'est une anecdote. Bref, pour dire quoi? Pour dire que il faut sacrifier certaines choses, gars. Les sorties inutiles surtout. Aller en boîte de nuit, dépenser l'argent, des trucs comme ça, frère. Ce sont des trucs qu'il faut sacrifier, tu vois. Donc tout ce qui, moi je vais pas forcément citer, mais en fait tout ce qui va t'empêcher d'être focus,
réussis juste à être focus pendant 5 ans, tu vas voir. Tu sais, même pour appuyer ce que tu dis, beaucoup font des choses par suivisme. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, tout ce qui ne t'attire pas, parce que c'est en fait, parce que si tu vas en boîte, parce que les autres veulent t'emmener en boîte et supprime ces choses-là. Si tu vas au foot parce que les autres t'appellent à aller jouer au foot, supprime ces choses. C'est pas si ça ne vient pas de toi, si ça ne vient vraiment pas de toi, supprime ces choses. Et tu te rendras compte que tu vas supprimer beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, et je préfère regarder la caméra, c'est qu'en décidant de supprimer ces choses, tu décides aussi de supprimer certaines personnes. Parce que tu vas perdre des gens en supprimant ces choses. Et donc, une fois, viens, on sort, tu viens pas. Non, viens, on sort, tu viens pas. Non, viens, on sort, tu viens pas. Bah, au final, les gens vont plus t'appeler. Tu vas te retrouver seul. Et si c'est prêt à payer. Et pour rebondir sur ce que tu dis, pour appuyer, pour aller dans ton sens, les gens ont peur de ça. Ouais. T'es conscient? Non, je suis conscient. Les gens ont peur avec les gars, mais je vais arrêter de marcher avec eux. Ils vont me laisser, ils vont. C'est de la dépendance affective. On pense toujours que la dépendance affective est juste liée aux relations amoureuses, mais c'est faux. Il y en a qui sont dépendants affectifs d'amis, des choses comme ça. On en parlera sur Focus. Alors, tu peux nous dire qui t'inspire le plus en tant qu'entrepreneur, la personne que tu t'es dit, puis j'ai trop envie de ressembler à ce gars et tout, à cet entrepreneur. Pour moi, on va dire il y a 2 personnes. Un qui est assez controversé et une personne qui est, pour moi, quelqu'un que j'admire et que j'aimerais côtoyer ici, si Dieu le permet. J'aimerais que ce soit même mon mentor. C'est mon numéro 1. La personne controversée, c'est Alex Etienne. Je trouve qu'il a cette fibre du businessman là que très peu de personnes ont. Il sait créer la controverse et c'est ce qui fait son succès. Et en deuxième personne, c'est Philippe Simon, d'Investir au pays. Et ce gars, franchement, si Dieu permet que je le rencontre, il doit être mon mentor. Franchement, il doit être mon mentor. Et du coup, les tiens? Pour moi, si on le dit, en fait, plus j'avance, tu vois, plus mes modèles changent, tu vois un peu. Et pour moi, il y a 2 personnes que j'ai vraiment envie, j'ai envie de dire, première personne, ce sera sur le moyen terme. Et bon, les deux même, c'est sur le moyen terme, parce que bon, moi, je me vois bien sûr les dépasser, parce que quand tu as un modèle, il ne faudrait pas que le modèle soit ton plafond. Tu vois, l'idée c'est que tu le dépasses. Parce qu'on dit. Ah, celui que moi j'ai envie de dépasser, c'est Aliko Dangote. Ah, exactement. Moi j'ai envie de dépasser Aliko Dangote. Voilà, donc en gros, c'est ce mindset qu'il faut avoir quand on se dit, ok, telle personne c'est mon modèle. C'est pas forcément que je veux ressembler à cette personne, mais comment est-ce que je fais pour l'heure, franchement, pour l'heure, pour dépasser cette personne. Exactement. Moi, la première personne sur le moyen terme, c'est Yomi Denzel, gars. Yomi, vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, tu vois. Il m'inspire beaucoup, que ce soit dans ses activités, que ce soit dans son marketing, sa façon de faire son marketing, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je me retrouve un peu dans sa façon d'être, tu vois. Je me retrouve beaucoup dedans. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vraiment, si, comme tu as déjà dit, tu veux rencontrer Philippe Simon, tu veux qu'il soit ton mentor, moi je dirais Yomi Denzel, c'est mon type, c'est mon type. Et moi, je me suis fait une promesse, tu vois. Peut-être tu seras la première personne à qui je vais dire, mais gars, moi, j'ai envie de le rencontrer, tu vois. Que ce soit de par mes résultats, parce que aussi, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que pour rencontrer ce type de personnes-là, tu es obligé de faire tes preuves. Exactement. Exactement. Quand j'étais au Cameroun, c'est ce qui s'est passé par exemple avec le docteur Claudel Moudoussien. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Donc c'est pareil. Il ne faudrait pas que quand tu rencontres cette personne, tu n'as rien à proposer, ou que tu n'aies rien, ou que tu ne fais rien. Sinon. Et même aujourd'hui, tu es sur le podcast parce que. Ouais, justement. Parce que j'ai quelque chose à proposer. Si j'avais rien à proposer, est-ce que ça t'aurait emballé? Parce que tu viens de loin pour enregistrer ce podcast
Et voilà, exactement. C'est ça en fait. Donc, il faut pas aller vers des mentors, vers des personnes qui nous inspirent. Juste comme ça. Les bras ballants. Tu et tu vas le traiter de tous les noms quand il va te regarder. Qu'est-ce que tu amènes sur la table? C'est tout. C'est un businessman. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu apportes sur la table? C'est tout. Tu vois, il faudrait que tu puisses apporter quelque chose pour qu'il ait l'envie de t'écouter, de t'avoir dans son réseau. Est-ce que, enfin, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que sincèrement, c'est une question en mode, enfin, est-ce que c'est pour voir si qu'est-ce que tu peux l'apporter? Souvent, ça peut être ça aussi. Je dis pas que c'est pas ça, tu vois. Mais il faut avoir les conditions qui te permettraient de pouvoir l'approcher. Ouais, c'est ça. En fait, parce que c'est en faisant tes preuves financièrement, etc., etc., tu vas te retrouver dans les milieux qu'il fréquente. En fait, c'est ça. Ouais. Et si tu te retrouves dans les milieux, pour aller à Dubaï, tu vas pas aller à Dubaï. Pour rencontrer Yomi, pour fréquenter les lieux que Yomi fréquente. Que ce soit la salle de sport et c'est pas Basic Fit, quoi, tu vois. C'est clair. Donc, ah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Donc, quand on dit apporter, c'est que toi-même tu dois faire tes preuves, toi-même tu dois être quelqu'un, tu vois. C'est que toi-même tu dois être, ok, s'il faut vraiment que tu apportes quelque chose, que tu sois dans la capacité de le faire, que ce soit financièrement, intellectuellement, compétentiellement, tu vois, avec tes compétences et tout, tu vois. Donc, c'est ça, tu vois. Super. Et deuxième personne? Ah ouais, Iman Gadi. Iman Gadi. Ouais, gars, j'aime le flow des Américains, frère. T'es dit, c'est car moi, actuellement, l'un de mes défis, c'est de maîtriser cette putain de langue, frère. J'ai trop négligé ça, gars, tu vois. Donc, du coup, quand je vois vraiment ce qu'il fait, ce qu'ils font, j'ai envie de dire, parce que ce sont des personnes qui font des trucs incroyables, tu vois. Yomi, Iman. Yomi, c'est sur le marché français, Iman, c'est sur le marché américain. Donc, vraiment, ce sont des personnes que, gars, quand je regarde, ils font des trucs incroyables, gars. Sur YouTube, business en ligne. C'est le top. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Ah. Yes. Qu'est-ce que tu penses de l'achat de formation en ligne? Ah ouais, il faut se former, gars. Il faut se former, tu vois. J'ai envie de dire que ce soit pour ton propre ego, c'est-à-dire pour te faire comprendre que la personne qui forme là ne sait même pas plus que toi. Fais une formation. Tu payes sa formation pour te rassurer que toi aussi tu peux faire pareil. Tu vois un peu. Déjà pour ça c'est pour l'ego. Tu peux te former aussi parce que ok, tu veux apprendre, tu vois. Tu veux passer à un autre niveau, tu vas acquérir des compétences. Garçon, il faut se former, car tout le temps, il faut se former. Du coup, tu es pro achat de formation. Ouais, et après, quand tu t'es formé, il y a une deuxième catégorie de formation, c'est aussi en transmettant. Parce que quand tu transmets, c'est encore une autre formation que d'autres personnes ne savent pas. Tu vois. On retient un cours que l'on a très bien compris. Exactement. En aidant ceux qui n'ont pas compris. Exactement. Effectivement. Et du coup, la vente de formation, il y en a qui, surtout chez nous en Afrique, qui ne comprennent pas forcément le système. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a peur d'acheter une formation en ligne? Parce que moi, avant, j'avais tellement peur des histoires des formations en ligne. Dès que je me suis lancé, à mon actif, j'ai peut-être 8 formations en ligne que j'ai achetées. Et d'allant à 2000 € à, on va dire, la plus petite à peut-être 100 €. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a peur d'acheter une formation en ligne? Merci pour la question, parce que énormément de personnes, j'ai envie de dire, ils ont peur. Ou du moins, quand on voit quelqu'un sur les réseaux sociaux qui fait la vente de formation d'office, c'est un arnaqueur d'office, c'est quelqu'un qui vend la poudre aux yeux, c'est quelqu'un qui... En fait, ceux qui pensent comme ça, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Parce que, en fait, du moment où tu penses que une formation ne peut pas te transformer, c'est que, en fait, tu n'as rien à faire en business. Pourquoi tu vas à l'école même? Exactement, c'est le point que j'allais aborder après. Parce que les gens partent à l'école, ils payent des millions à l'école. Ils vont te dire qu'il est diplômé. Moi, j'ai envie de te dire que celui qui te vend la formation, si tu considères qu'il te vend une formation, il a une certaine légitimité. Exactement. Et là, ça joue beaucoup. Il n'a peut-être pas le diplôme de comment devenir riche, mais il est riche. Il te vend donc il connaît des choses que tu n'as pas. C'est ça, il connaît quelque chose que je n'ai pas, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu le déclic et je me suis lancé. Et aujourd'hui, je suis un grand
consommateurs de formation. Et c'est ça. Tu vas voir aujourd'hui, les personnes vont aller à l'école, ils ne vont pas trouver le travail après. Ils vont pas se plaindre. Ils vont pas condamner l'école. Ils vont pas condamner. Effectivement. Alors que quelqu'un, il va aller acheter sa formation, il n'aura pas les mêmes résultats. Il va tirer sur le formateur. Il va dire que non, c'est le formateur qui est là. Alors que peut-être il n'a pas appliqué peut-être ce qu'il fallait ou il n'était pas dans les conditions qu'il faut. Parce que c'est ça aussi qu'on ne dit pas. Il faudrait que quand tu payes une formation, après, il faudrait savoir est-ce que tu es dans les conditions pour bien appliquer ce qu'on t'a appris dans la formation. Parce que tu peux avoir des connaissances théoriques, mais comment est-ce que tu les implémentes? Tu vois? Et c'est pour ça que, gars, tu vas te rendre compte que dans la majorité des formations, il y a un module mindset. Les gens ont l'impression que c'est par hasard. Gars, le module mindset, c'est là qu'il faut commencer. Parce que les gens, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de mon expérience avec les conférences. Je suis quitté de 7 personnes à 150 personnes. Quand tu fais ça, quand tu fais ce saut-là, tu te casses forcément la figure, tu vois. Donc c'est la même chose. Quand tu fais le saut de mindset de peut-être 1 et que tu veux passer en mindset 10 de quelqu'un qui achète déjà les formations, considérons que le niveau mindset 10 c'est quelqu'un qui achète déjà les formations. Quand tu es au mindset 2 ou 3, tu vois, tu n'as pas encore suffisamment mûri ton mindset, donc de mindset d'entrepreneur, de businessman, quelqu'un qui comprend les choses, quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Tant que tu n'as pas encore mûri ça, tu vois, et que tu pars directement acheter la formation, frère, quand tu vas pas avoir les résultats, tu vas commencer à tirer sur le formateur. Alors que putain, c'est toi le problème, tu vois. Tu n'as pas su comprendre comment ça marche. Si d'autres ont des résultats, bah, pourquoi pas moi, tu vois. Franchement, les gars, achetez les formations, n'ayez pas peur. Je sais que ça fait peur, mais après, vous allez forcément être déçus. Moi, il y a des formations où j'étais totalement déçu, mais il y a des formations où je me dis pourquoi est-ce que j'ai acheté cette formation à ce prix? Ça mérite 15 fois le prix de ce que j'ai appris. Je ne suis pas riche, tu vois, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a vraiment pas de prix. Alors, comment est-ce que tu envisages l'avenir de ton entreprise? L'avenir d'Étincelle, l'avenir de votre entreprise, je veux dire. Bon, pour être honnête, c'est une question un peu difficile parce que j'aime souvent dire que quand quelqu'un sait là où il va, ou du moins il sait exactement ce qu'il veut faire, il a parcouru 52% du chemin, tu vois. Donc du coup, vu qu'il a changé d'environnement, il y a plus d'opportunités qui m'est ouvert, tu vois. Parce que quand j'étais au Cameroun, j'avais déjà un focus, tu vois. C'est vrai que les opportunités étaient entre guillemets limitées, mais là où, du moins dans ma niche et tout, là où j'étais, les opportunités que j'ai réussi à saisir, j'étais focus là-dedans. Maintenant, du moment où j'ai changé d'environnement, il y a plus d'opportunités. Et le comble, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas forcément quelle opportunité tu vas saisir et quelle opportunité tu vas laisser, tu vois. Et c'est ça le véritable problème. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que je dirais? Forcément, on va rester aligné. Donc, c'est-à-dire, on va rester dans la création de contenu parce qu'on sait là où on va avec, tu vois. Et maintenant, derrière ça, on va forcément continuer à mettre sur pied des vrais projets, de vraies solutions qui vont venir résoudre des besoins. Et on va essayer de documenter tout ça pour inspirer. Voilà. Donc moi, c'est comme ça comment je vois les choses. Il y a certainement des jeunes Camerounais qui vont écouter cette vidéo. Il y a certainement des jeunes Africains qui vont écouter cette vidéo. Il y a certainement des jeunes originaires d'Afrique qui vont écouter cette vidéo. Il y a certainement des jeunes qui font des études comme nous, qui vont écouter cette vidéo. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer en entrepreneuriat, quel serait le conseil que tu pourrais lui donner? 3 mots. Ouais. Tu vas mourir. C'est simple que ça, gars. Mais tu vas mourir, c'est pas un conseil. Bah si, en principe, si tu as un peu de conscience, ça devait être un conseil. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu vas mourir, frère, tu dois vivre ta vie pleinement. Mais maintenant, vivre ta vie pleinement, ça ne veut pas forcément dire la détruire ou faire n'importe quoi ou tu vois un peu, voilà, faire du désordre. Vivre ta vie pleinement, c'est se battre à construire quelque chose. C'est se battre à laisser ta trace, à laisser ton empreinte au monde, tu vois. Quand tu vas mourir, il faudrait que l'empreinte que tu as eu à laisser puisse continuer d'apporter, j'ai envie de dire,
de rendre la vie des gens plus facile, de telle sorte que ton nom ne va pas disparaître. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ne sont plus de ce monde, mais on continue à parler d'eux parce que leur vie a été utile. Et c'est ça le truc, tu vois. Il faudrait que ta vie soit utile. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc du coup, quand tu sais que tu peux mourir demain, qu'est-ce que tu fais donc avant que tu ne meurs pour que ta vie soit utile pour de millions de personnes? Et moi, j'aime souvent préciser quand il dit ça, c'est que je ne parle pas de progéniture. Je ne parle pas de laisser un enfant parce que parfois les personnes disent ok, qu'est-ce qu'il est mort, il a laissé son nom. Son nom à quelqu'un, pas qu'il a bâti son nom. C'est pas ça en fait, tu vois. Il faut. Les êtres humains sont égoïstes, c'est-à-dire que du moment où tu n'apportes pas quelque chose à quelqu'un, la personne, gars, tu vas l'oublier. Alors quand quelqu'un t'a apporté quelque chose, a permis de résoudre ton problème, t'a permis peut-être demain de réussir ta vie, frère, tu vas jamais oublier cette personne. Et pour moi, c'est une conviction qui est tellement profonde que je me dis que frère, il faudrait que moi, demain, quand je ne sois plus là, qu'il y ait des personnes, tu vois, qui disent que... Tu le disais hier aussi. Ouais. Moi, je veux que mon nom reste marqué dans la pierre comme celle de Jésus. Exactement. je vais tellement pas passer sans que mon nom ne soit dans les cœurs. Non pas parce que je veux être une star ou non. Juste parce que je veux avoir laissé mon nom comme quelqu'un qui a fait des choses, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime souvent, c'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat, parce que c'est tellement beau, c'est tellement, en fait, c'est tellement même spirituel, parce que ça te permet justement de mettre des solutions en place qui vont répondre aux besoins des gens et qui vont transformer leur vie. Et c'est ça qui fait en sorte que ton nom reste. Tout à l'heure, tu parlais de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mis des choses en place, j'ai envie de dire des solutions, tu vois, aux personnes qui étaient misérables à cette époque, qui ne pensaient à rien, qui n'avaient rien, tu vois. Il a fait ça. Il a contribué au développement de son contexte à l'époque, de son environnement. Et quand il n'est plus là, bah, son nom est resté. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, c'est pareil. Tu vois, qu'est-ce que toi tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais pour que ton nom reste? Pour que ton nom reste. C'est vraiment ça, et c'est un très très bon conseil. Je pense que c'est ça qui drive le pourquoi même. Si tu as cette ambition de te dire, moi je veux laisser mon nom, tu ne vas jamais. Enfin, les downs vont arriver, mais tu ne resteras jamais dans le down parce que tu sais que ton pourquoi est beaucoup plus grand que toi. Et Alex et Yomi Denzel en parlait, ou je sais plus Yomi ou Alex, je pense que c'est Yomi qui disait, c'est quoi ton pourquoi en fait? C'est à partir du pourquoi que tu détermineras ton drive. C'est-à-dire que même quand tu veux devenir, faire de l'argent, tout le monde veut faire de l'argent, mais si ton pourquoi est beaucoup plus grand que toi, tu es sûr d'atteindre tes objectifs. C'est clair. Ton pourquoi, tu dois rester comme ça, frère. Tu dis que merde, je vais faire comment? Tant que tu n'as pas ce sentiment que merde, tu regardes autour de toi, rien ne marche, rien ne donne, il n'y a pas les ressources nécessaires. En fait, c'est ça, tu as le bon pourquoi. Quand tu sais que ok, tu vas faire ça, non, tu n'as pas le bon pourquoi. Ton pourquoi est tellement fort que frère. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que je vais faire pour y arriver. Très bien. Alors, pour finir, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose que tu as vécu sur l'entrepreneuriat que tu pourrais nous raconter pour sortir sur cette interview? Là, on dit c'est les petites sorties et virées qu'on faisait entre collaborateurs. Donc ça dit, après peut-être une activité qu'on organisait. Ça vous raconte une... Ouais, genre, on avait fait un documentaire par exemple sur Étincelle plus la communauté et tout, tu vois. Donc du coup, on s'était réunis là, on avait l'habitude de travailler. Et puis, on avait fait des vidéos, tu vois. Donc c'était vraiment chacun c'était un peu comme... c'était un documentaire en vrai. Et il y avait des membres, des managers de la communauté qu'on devait interviewer. Donc du coup, on a fait tout ça, c'était bien, c'était rigolo. En fait, moi j'aime ça, tu vois. Moi j'aime la collaboration avec mes gars, tu vois. J'aime collaborer, j'aime rigoler, tu vois. On fait des trucs, c'est passionnant. On est challengé, tu vois. C'est enrichissant et tout, on rit. On réussit quand même à réaliser le truc. Et quand on finit peut-être 20h, 22h, on est fatigué. On dit que les gars,
on peut peut-être manger quelque part et tout. Et puis quand on arrive, on mange, on est content, on rit, on rigole. En fait, moi, ça, c'est mes meilleurs moments, tu vois. C'est ce sont les moments où quand je regarde et dis que frère, il faudrait que demain, ce ne soit plus peut-être dans le petit restaurant du quartier ou de quelle ville, mais que ce soit peut-être dans un truc 5 étoiles, dans un palace, tu vois, dans une villa et tout, tu vois. Gars, work hard, play hard. Super. Alors, c'est sur ces mots de work hard et play hard que ce podcast, cette interview s'achève. Merci d'avoir répondu présent. Merci, ton parcours est inspirant. Franchement, j'espère que toutes les personnes qui vont écouter cette interview, ça leur donnera le peps de pouvoir, on va dire, se lancer, de bâtir quelque chose. Parce que je crois que comme Philippe Simo dit, c'est ensemble que l'on soulèvera l'Afrique. Ah ouais. Merci Fanel et merci Jonas et pour l'invitation, c'était un plaisir. Akira Benay. Ouais. N'abandonne jamais.